Je m'appelle Jasmine Miller, j'ai 31 ans, je vis et je travaille à Denver, dans le Colorado. Je suis responsable marketing dans une entreprise tech en pleine croissance, avec un salaire à 6 chiffres, une maison presque entièrement remboursée, et un fonds d'urgence qui pourrait couvrir confortablement 6 mois de dépenses si jamais je perdais mon emploi. Mais cela ne signifie pas que je suis vraiment libre. Pas quand toute ma famille considère mon portefeuille comme un robinet qu'ils peuvent ouvrir quand bon leur semble. Ma famille n'est pas pauvre. Ils manquent juste de discipline et vivent dans une illusion permanente. Mon père, Ronald Miller, était chauffeur routier longue distance jusqu'à ce qu'une blessure mineure le force à prendre sa retraite anticipée. Depuis, il reste à la maison à investir en ligne, ce qui signifie en réalité qu'il passe ses journées à parier sur le sport. Ma mère, Sandra, travaille à temps partiel dans une petite librairie, mais la plupart de son temps est consacré à écrire des posts dramatiques sur Facebook et à défendre le comportement de mon père. Ma sœur cadette, Britney, a 4 ans de moins que moi. Elle a abandonné l'université en 2e année et a enchaîné plus de 7 emplois différents en à peine 3 ans. Aucun ne l'a gardé plus de 6 mois. J'ai toujours été différente. Quand mon père achetait des tickets de loterie au lieu de payer la facture d'électricité, je ramassais discrètement des canettes à vendre. Quand Britney détruisait son contrôle et accusait le professeur, je restais éveillée tard à étudier sous une lampe de bureau vacillante. À la fac, j'ai postulé moi-même pour des bourses et j'ai tenu 2 emplois en même temps pour ne dépendre de personne. Je n'avais pas le temps d'échouer. L'échec n'était tout simplement pas une option. J'ai commencé à travailler à 22 ans. Quelques semaines à peine après mon premier vrai emploi, ma mère m'a appelé en pleurs. Ton père a perdu de l'argent dans un mauvais investissement et nous sommes en retard sur le loyer. Peux-tu envoyer 1200 $, juste pour l'instant? J'ai transféré l'argent le jour même. Après ça, les appels et textos urgents sont devenus réguliers, comme des rendez-vous programmés. Parfois c'était pour des réparations de voitures, d'autres fois pour des factures médicales ou des achats de dernière minute avant les entretiens d'embauche de Britney. J'envoyais l'argent sans poser de questions. Ils promettaient toujours de me rembourser une fois que ça irait mieux, mais jamais ils ne l'ont fait. J'étais devenue leur pourvoyeuse inconditionnelle, pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, portant la culpabilité à chaque fois que j'envisageais de dire non. Ils ne disaient jamais « Pouvons-nous te demander de l'aide ?» Au lieu de ça, ils lançaient des phrases du genre « La famille est censée s'entraider ». Et si j'hésitais, Britney me le reprochait sans retenue. « Tu gagnes plus de 100 000 $ par an et tu es radine avec ta propre famille. » À chaque fête, c'était moi la principale sponsor. Le dernier Thanksgiving, j'ai dépensé plus de 2600 $ pour les billets d'avion, réservé un hôtel proche. Parce que leur maison était trop en désordre pour que je puisse y rester, acheter des courses pour la semaine et offrir des cadeaux à tout le monde. De la veste monogrammée pour ma mère à la toute nouvelle console de jeu pour Britney, personne ne m'a remercié, mais ils ont inondé les réseaux sociaux de photos avec la légende « meilleure famille du monde ». Pour eux, je n'étais pas une personne. J'étais un compte en banque ambulant, un distributeur automatique vivant, une ombre qu'on pouvait manipuler avec quelques phrases bien placées comme « tu nous as toujours rendus fiers ». J'ai commencé à me sentir étouffée. Mais je n'osais pas parler. Pas quand mon père appelait juste pour demander « alors, c'est quand le prochain virement ?» Pas quand ma mère disait « tu ne veux pas que cette famille se déchire. » Pour une broutille, hein? Et certainement pas quand Britney s'énervait « si tu ne veux pas aider, alors ne te donne même pas la peine de revenir. » J'ai vécu comme ça pendant presque 8 ans. Je me souviens encore de cet été où j'avais 27 ans. Britney m'a appelé à 6 heures du matin en sanglots. Je ne sais plus quoi faire. Le propriétaire a dit qu'il appellerait la police si je ne payais pas le loyer avant vendredi. Je me préparais pour une grosse présentation produit au bureau. Une présentation qui aurait pu me faire obtenir une promotion au poste de directrice régionale. Mais la seule chose que j'entendais, c'était la voix tremblante de Britney, pleine de larmes et de culpabilité. J'ai retiré 1400 $ de mes économies et je lui ai envoyé dans les 15 minutes. Je ne me rappelle même pas comment s'est passée cette présentation, seulement que mon nom n'a jamais été mentionné lors des réunions de direction. Par la suite, ce genre de situation n'était pas rare. C'était une constante dans ma vie. Chaque saison apportait un nouveau scénario. Au printemps, Britney s'est fait voler son ordinateur au centre commercial. Je lui ai acheté un nouveau MacBook. Cet été-là, ma mère a dit qu'elle souffrait de maux de tête persistants et qu'elle pourrait avoir une tumeur au cerveau, mais sans assurance. J'ai couvert près de 2800 $ de factures médicales. Pour découvrir que le diagnostic était un stress léger, avec comme prescription du repos et moins de Facebook. À l'automne, mon père a appelé, parlant doucement d'avoir eu quelques ennuis avec les paris sportifs, mais il était sûr de récupérer son argent. Je savais qu'il jouait en ligne. Je connaissais aussi le scénario. Hésitation, mots. Vague, puis indignation soudaine.
Qui a payé ton Internet toutes ces années à la fac? Hein? Tu t'en souviens? Oh que oui, je m'en souvenais. Comme je me rappelais qu'il avait utilisé ma carte étudiante pour contracter un prêt sur salaire quand j'avais 16 ans. Une fois, j'ai dit non parce que je devais économiser pour mes premières vacances en 4 ans. Britney m'a envoyé un texto. Tu es tellement égoïste. Tu as tout, et nous on galère tous les jours. Ma mère m'a aussi envoyé un message à part. Je ne te force pas, mais je t'ai changé des centaines de fois. Je ne demande de l'aide qu'une seule fois. Chaque demande était enveloppée d'émotions. Peur, désespoir, culpabilité. Et si je ne répondais pas vite, le silence prenait le relais. Ce silence m'étouffait plus que n'importe quelle plainte. J'ai essayé de poser des conditions. J'ai dit à Britney que si elle voulait vraiment retourner à l'école, je paierais les frais de scolarité une fois qu'elle m'aurait envoyé ses notes par mail. Moins d'une semaine plus tard, elle m'a envoyé une capture d'écran floue sans en-tête ni preuve. J'ai vérifié l'école. Elle ne s'était inscrite à aucun cours. Une fois, j'ai évoqué l'idée que mon père arrête de jouer. Il a explosé, a frappé la table et a hurlé « Je n'ai pas besoin que ma fille me fasse la morale. C'est moi qui t'ai donné la vie, pas quelqu'un qui demande la charité. » Je pensais que si je donnais encore une fois, les choses iraient mieux. Mais plus je donnais, plus je disparaissais. Je n'étais plus Jasmine, la fille qui aimait lire, camper, et rêvait d'ouvrir une librairie à Boulder. J'étais juste un nom sur un compte en banque qui faisait les virements. Une fois, Britney m'a envoyé une liste de cadeaux d'anniversaire, remplie de cosmétiques chers et de sacs à main de marque. Quand je lui ai offert un carnet personnalisé et une carte écrite à la main, elle n'a même pas dit merci. 2 semaines plus tard, elle m'a envoyé un lien vers un sac Coach à 380 $ avec la note « Le cadeau que tu m'as offert ne me convenait pas vraiment. Celui-ci est plus joli. » J'ai ri. Un rire qui résonne comme un vide. Cela fait plus de 8 ans que j'ai commencé ces premiers virements. Jusqu'à aujourd'hui, personne dans ma famille ne m'a jamais adressé un vrai merci ou une excuse. Ils appellent ça un devoir. Ils disent « Ta sœur a besoin de toi. » Ils répètent « La famille, c'est vers elle qu'on se tourne. Quand on a besoin d'aide. » Mais vers qui se tourne-t-il? Et vers qui puis-je me tourner? Je pensais être forte, mais j'ai fini par comprendre que j'étais juste une fille devenue experte en endurance et en paiement. Chaque mois, je dépensais en moyenne 3200 $ pour eux. Personne ne demandait si j'allais bien. Personne ne savait que j'avais des troubles du sommeil. Personne ne se souciait que je n'osais jamais prendre de longues vacances de peur de manquer une échéance de virement. J'ai commencé à me sentir vidée après mes 30 ans. Pas à cause de l'âge, mais parce qu'à chaque fois que j'ouvrais mon portefeuille, j'avais l'impression de perdre une partie de moi. Je m'étais habituée à supporter tous les coups. Mais il était temps de demander « Qui me supporte ?» J'ai consulté un thérapeute après avoir failli m'évanouir en réunion, après 3 nuits sans sommeil. Le Dr Howard Levin, un homme aux cheveux gris et au regard calme, n'a pas commencé par des questions sur le travail ou la réussite. Il a simplement demandé « Dans ta famille, qui reçoit généralement l'argent ?» J'ai répondu sans hésiter. Presque tous. Et qui est la seule à ne jamais se voir demander « Ça va ?» J'ai souri et incliné la tête. Les mois de thérapie ne m'ont pas changé avec des clichés, mais avec le silence du Dr Howard alors que je racontais à ma manière tout ce que j'avais fait pour ma famille durant la dernière décennie. Moi-même, j'étais surprise de l'entendre. Puis il a demandé « Si une amie te racontait exactement ce que tu viens de décrire, que lui dirais-tu » Je n'ai pas hésité. Je lui dirais d'arrêter immédiatement. Il a hoché la tête. Pas besoin de plus de mots. La semaine suivante, j'étais assise dans mon salon sous une lumière ambre chaude. Ma table en chêne portait mon ordinateur portable avec l'application de visioconférence ouverte. Ma mère, mon père et Britney étaient tous dans la salle d'attente. J'ai cliqué pour rejoindre l'appel. « Chérie », a commencé ma mère d'une voix douce. « J'ai vu ce sac crème que tu avais la dernière fois. Il est tellement joli. Où l'as-tu acheté? Tu l'as acheté avec ta prime, n'est-ce pas? » Britney Assaji, incapable de cacher sa jalousie. Ça devait coûter quoi? 5 cents $. Je n'ai pas souri. Écoutez tous, je dois dire quelque chose de sérieux aujourd'hui. Silence. Mon père plissa les yeux. Ma mère s'immobilisa en plein milieu de sa gorgée de thé. Britney croisa les bras et se pencha en arrière comme pour se préparer à une dispute. Je ne vais plus envoyer d'argent tous les mois. Jasmine, Francola Sourcels ma mère. Tu plaisantes? Non, maman. C'est une décision mûrement réfléchie. Je ne paierai plus la facture d'électricité, les frais médicaux ni les cadeaux de fête. J'aiderai en cas de réelle urgence, mais je dois garder de l'argent pour ma propre vie. Mon père rit brièvement en secouant la tête. Tu as encore écouté un de ces thérapeutes ennuyeux, hein? Je regardais droit à l'écran. Ce n'est pas une question d'écouter quelqu'un d'autre. Pour la première fois, c'est moi que j'écoute. Britney ricana en secouant la tête. Alors tu abandonnes toute la famille à cause de ces foutaises de développement.
personnel. Ne viens pas nous reprocher de devenir vrai, nous aussi. Mon cœur battait fort, mais je restais calme. Vous avez été vrai pendant longtemps. Vous n'avez simplement jamais assumé les conséquences. Ma mère intervint, suppliant. Jasmine, on ne fait pas les comptes en famille comme ça. Tu sais que ton père est profondément endetté pour ses paris, et que Britney risque d'être expulsée si elle ne paie pas ce mois-ci. Maman. Je parlais lentement. Si j'entends la même histoire tous les mois, ce n'est plus une urgence. C'est un schéma, et je refuse de continuer à l'encourager. Le visage de mon père devint rouge. I'll frappe la table. Tu te prends pour qui? Tu n'aurais pas réussi à l'école si on ne t'avait pas soutenu. Ta mère sautait des repas pour que tu puisses étudier. Ah oui. Je hochai la tête. Et maintenant elle continue de faire des sacrifices pour soutenir Britney, qui achète des sacs Coach et poste des photos de fête chaque semaine. Britney bondit de sa chaise, la voix aiguë. Comment oses-tu dire ça? Je suis ta sœur. Exactement, répondis-je. C'est pour ça que j'ai toléré ça pendant presque 10 ans. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. Mon père alluma une cigarette, les mains tremblantes. Britney quitta l'appel sans un mot. Je pris une profonde inspiration. Je ne vous coupe pas les vivres. Je pose des limites. Si quelqu'un a vraiment besoin de moi et assume ses responsabilités, je suis toujours là. Mais si tout ce que vous voulez, c'est de l'argent, alors je ne suis plus disponible. Silence à l'écran. Je quittai l'appel, assise tranquillement. Dans mon appartement, me sentant à la fois plus légère et plus lourde en même temps. Le 12 décembre, exactement 2 semaines avant Noël, un message de ma mère apparut dans notre groupe familial. Chérie, on dirait qu'on va devoir annuler Noël cette année. Ton père a accumulé trop de dettes de cartes de crédit, et je dois payer l'assurance santé. Ça me brise le cœur de dire ça, mais on ne peut tout simplement pas se permettre de fêter. Juste après, mon père envoya un autre message dans son ton dramatique habituel. Nous préférons garder notre dignité plutôt que de faire semblant que tout va bien juste pour dépendre de toi. Passons cette année. Peut-être qu'on réessaiera une autre fois. Britney ajouta aussi, comme une actrice principale dans une tragédie. Je pleure depuis plus d'1 heure. Noël est ce que j'attends le plus. Je suppose que je vais juste faire un shift du soir au magasin pour passer le cap. J'étais dans la cuisine, tenant mon téléphone et une tasse de chocolat chaud, qui avait commencé à refroidir. Dehors, la neige tombait doucement, comme du sucre glace. Une partie de moi se sentait soulagée. Plus besoin de porter toute une fête pour 3 adultes bien mûrs. Plus besoin d'acheter un sapin, d'engager des décorateurs, ou d'entendre Britney se plaindre que le papier cadeau n'a pas le bon style. Mais une autre partie de moi se sentait vide. J'étais toujours cette fille, toujours en espérant que peut-être, juste cette fois, la famille se réunirait par amour, et rien d'autre. Je répondis, ce n'est pas obligé d'être grand. Je peux apporter de la nourriture et quelques petits cadeaux. Ma mère répondit presque immédiatement. Non, Jasmine. Ton père a déjà dit non. Il ne veut pas que Noël ressemble à une distribution de charité. On apprécie la pensée, mais non. Mon père ajouta, nous sommes des adultes. Nous devons assumer nos responsabilités. Ne pense pas que tu es là pour sauver tout le monde. Je relus cette dernière phrase. Mes yeux brûlaient. Pas parce qu'il me refusait, mais parce que, pour la première fois, c'était l'aide qui était refusée, pas moi en tant que personne. Je passai les 2 jours suivants à réfléchir. Puis, durant le week-end, je suis sortie acheter quelques cadeaux. Pas d'iPad ni d'enceinte connectée comme l'année dernière. Je choisis des choses simples et réfléchies. Une écharpe couleur châtaigne pour ma mère, un kit de réparation de montres pour mon père, un ancien hobby qu'il avait abandonné, et une carte cadeau pour une boutique de beauté pour Britney. J'ai aussi préparé un lot de biscuits. Au pain d'épices et pris une bouteille de vin rouge dans ma boutique préférée du quartier. Le matin du 23 décembre, j'emballai tout soigneusement dans un panier à anse, le fis joliment enveloppé, et y ajoutai un mot, ce n'est pas de la pitié, juste un peu d'esprit de Noël. Que vous vouliez me voir ou non, je vous aime toujours. Je leur envoyai un message avant de partir, je passe te voir. Pas besoin d'ouvrir si tu es occupé. Je laisserai juste les cadeaux sur le porche. Leur réponse arriva si vite que j'avais du mal à y croire. Papa va visiter une maison à la dernière minute. Maman est à la pharmacie pour lui chercher des médicaments. Britney a un service du soir. Elle ne sera peut-être pas là demain non plus. Tu peux juste laisser les cadeaux dehors. Mon cœur s'arrêta un instant. Je jetai un coup d'œil à l'application de localisation familiale que j'avais installée pour aller chercher Britney pendant la fac. Les 3 icônes étaient au même endroit, chez eux. Je ne dis rien de plus. J'ai fait le tour du pâté de maison, m'arrêter au bout de la rue, et hésiter en regardant à travers les arbres dénudés. Leurs fenêtres brillaient de lumière, mais les rideaux étaient tirés. Je ne toquais pas. Je ne sonnais pas. Je déposai doucement le panier sur les marches du porche, reculai de quelques pas, et regardai une dernière fois la maison avant de retourner à ma voiture. Cette nuit-là, je ne dormis pas.
Je mis de la musique de Noël, me versai un petit verre de vin, et m'assis près du sapin dans mon appartement. Personne n'appela. Personne n'envoya un message pour dire merci. Pas un seul mot. Juste une longue soirée silencieuse. Et dans ce silence, j'essayais de me réconforter. Peut-être qu'ils ont juste besoin de temps pour accepter que j'ai changé. Ce soir de réveillon, à Denver, il faisait si froid que chaque souffle se transformait en vapeur quand je sortis sur le balcon. Dans mon petit appartement, les lumières du sapin clignotaient régulièrement, leur éclat se reflétant dans le verre de vin que je tenais. J'étais recroquevillé sur le canapé, regardant le Noël pour la 3e fois cette semaine, essayant de me convaincre qu'un Noël tranquille était exactement ce dont j'avais besoin. Mon téléphone vibra. Un notification Instagram. Apparu. Ridium Campbell vient de lancer un live. Au revoir. Je clignai des yeux. Britney en direct la nuit de Noël pendant son supposé service du soir au magasin. La curiosité l'emporta sur la suspicion, et je tapai l'écran. La vidéo mit quelques secondes à se charger. Quand ce fut le cas, je restai figé. Britney se tenait au milieu d'une pièce baignée de lumière vive. Ce n'était pas un magasin, certainement pas un coin exigu d'appartement. C'était le salon de mes parents, mais plus la maison démodée que je connaissais. Le vieux canapé avait été remplacé par un élégant ensemble en cuir. Des couronnes ornaient les murs. Des guirlandes LED encadraient les fenêtres. Un immense sapin de Noël touchait le plafond, décoré d'ornements en verre et de rubans. Satiné rouge. Joyeux Noël à tous. Regardez comme notre fête est incroyable. Britney rayonnait en faisant tourner la caméra. À l'écran apparaissait une longue table recouverte d'une nappe blanche, garnie d'une dinde rôtie entière, de desserts en étage, de charcuterie, de fromages importés et de vin rouge. Cela ressemblait à un banquet digne d'un restaurant gastronomique. Un homme avec un casque faisait le DJ dans un coin, projetant des lumières colorées sur les murs. Mes yeux s'agrandirent. Mon cœur se serra comme écrasé dans un poing. C'était le Noël sans budget que mes parents disaient ne pas pouvoir se permettre. Britney Red. Elle pointa la caméra vers mes parents, tous deux vêtus de tenue. News. Ma mère portait du rouge à lèvres et avait coiffé ses cheveux au salon. Mon père tenait un verre de whisky, le bras posé sur l'épaule de l'oncle Wade du Kansas, celui qu'il disait ne pas pouvoir inviter à cause de problèmes d'argent. Maman, dit quelque chose à tout le monde, lança Britney d'une voix enjouée. Joyeux Noël. Merci à tous d'être venus, fit un geste de la main ma mère en souriant. Mon père ajouta, se retrouver en famille, c'est ce qui compte. Qui a besoin de quelqu'un d'autre, hein? Je restai figé. Britney riait encore, puis pencha soudain la tête et se pencha près de la caméra, chuchotant, chut, ne le dis pas à Jasmine, d'accord? Elle croit qu'on est fauché. Laisse-la penser ça. La phrase fut suivie d'un éclat de rire bruyant. Quelqu'un hors champ plaisanta, tant que l'argent continue d'arriver sur le compte, qu'elle continue de penser ça. Jay. Ne me souviens plus comment j'ai réussi à respirer. En coupant le live, mes doigts tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. Une tempête grondait en moi. Colère, honte, incrédulité, et une douleur si aiguë qu'elle m'a laissé engourdi. Je me levai, sortis sur le balcon et ouvris la porte. Le vent glacial me gifla le visage comme pour me réveiller. Je rouvris Instagram, cette fois pour regarder le profil de Britney. Ses anciennes stories apparurent. Il y a 3 jours, une photo de ses ongles fraîchement faits, légendés, une petite récompense pour le travail acharné. Il y a 2 jours, des sacs de luxe avec pour légende, thérapie shopping. Hier, au salon, bigoudi dans les cheveux, légende, prête pour une nuit magique. Aucun signe de difficulté financière. Je continuai, cette fois sur le Facebook de ma mère, photo de boîte cadeau avec ruban doré, une courte vidéo. De mon père inspectant des bouteilles de vin, un post d'il y a 3 jours. Noël, c'est quand on choisit qui mérite vraiment une place dans nos vies. Je faillis rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était d'une cruauté effrontée. J'ouvris mon application bancaire et parcourus l'historique des transactions. 3 200 $ envoyés à mes parents le 1er décembre. Dépenses de fin d'année, 450 $ à Britney le 7 décembre. Chauffage préparé. Une série de factures de services publics, paiement d'assurance, tout payé par mois. Je fis défiler lentement. Chaque transaction me poignardait. Chaque dollar avait été signé avec confiance. Et désormais chacun était la preuve d'une mise en scène savamment orchestrée. Je posai le téléphone sur la table. Pas de larmes, pas de cris, juste un calme de pierre. Et pour la première fois de ma vie, j'arrêtai de trouver des excuses pour eux dans ma tête. Je ne dormis pas la nuit de Noël. À 1h27 du matin, j'étais toujours assise immobile sur le sol, le dos appuyé contre le pied du canapé, l'ordinateur portable ouvert devant moi avec mes comptes bancaires et Instagram en onglet. Silent Night jouait doucement sur l'enceinte Bluetooth. La mélodie qui autrefois apportait du réconfort ne faisait qu'approfondir le vide dans ma poitrine.
Je commençais à faire des captures d'écran du live de Britney. La table du dîner, les blagues cruelles, le sourire radieux de ma mère. En disant, on a besoin de personne d'autre. Le verre de vin cher dans la main de mon père, et le clin d'œil de Britney en chuchotant, ne le dis pas à ma sœur. Chaque image était la preuve, non seulement de mensonges, mais aussi de leur exclusion délibérée de ma vie familiale tout en utilisant mon argent pour financer cette même célébration. Ensuite vinrent les relevés bancaires. Je téléchargeai. Les 12 derniers mois, les imprimer et marquer chaque transaction liée à mes parents et à Britney au stylo rouge. Elle représentait plus de 40% de mes dépenses personnelles de l'année entière. Je créai un tableau avec des colonnes pour le nom du bénéficiaire, la raison, la date et le montant. Le total dépassait 36 000 $ rien que pour cette année. À 7h18, mon téléphone s'alluma. Un texto de mon père. Jasmine, ce matin, j'ai besoin que tu envoies 3 800 $ pour couvrir le loyer en retard. Le propriétaire dit que ça doit être payé avant midi sinon nous aurons des pénalités. Aide-nous comme toujours. Comme toujours. Je restais fixé sur ces mots et mes mains ne tremblaient plus. Je tapais lentement, sans ajouter ni enlever. Un seul mot, et supprimais mon numéro. Puis j'envoyais. Après ça, j'ouvris mes contacts, bloquai mon père, ma mère, Britney, et le cousin qui m'avait un jour envoyé ce message. Tu fais ce qu'il faut en aidant la famille. Je révoquai l'accès au compte bancaire secondaire que j'avais autrefois laissé à ma mère pour payer les factures. J'annulai tous les virements automatiques, changeai les mots de passe de toutes mes applications financières, activées l'authentification à 2 facteurs et mis en place des alertes de fraude sur mes crédits auprès des 3 principales agences d'évaluation. À 10h30, j'appelai Anna, l'avocate spécialiste en finances familiales avec qui j'avais travaillé des années auparavant. Quand Britney a eu un litige de bail, j'ai résumé la situation d'un ton aussi neutre que si je lisais un rapport. « Jasmine, as-tu besoin que j'intervienne immédiatement ?» demanda Anna. « Non, pas encore. Je veux juste commencer à constituer un dossier juridique au cas où. J'ai les preuves et les témoignages. Pour l'instant, je veux m'assurer que personne dans ma famille ne puisse accéder à mes informations financières ou immobilières. » Intelligent et prudent. Veux-tu rédiger un nouveau testament, mettre à jour les bénéficiaires de ton fonds de retraite? Oui. Les supprimer tous. J'ai raccroché. Ma tête était plus légère, mais ma poitrine toujours lourde. J'ai ouvert la fenêtre et pris une longue inspiration. La neige tombait encore, fine comme un rideau. Assez pour brouiller la vue, mais pas pour cacher. Cet après-midi-là, une notification Venmo est apparue. Demande de paiement de 1100 $ de Britney. Note, tu te sens noble maintenant? J'ai signalé la transaction comme harcèlement, puis supprimé l'application. Ma mère a appelé d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal de 90 secondes, sa voix se brisant vers la fin. Je ne sais pas ce qui t'a fait changer ainsi, mais j'espère que tu ne prévois pas de tourner le dos pour toujours. Je l'ai écouté en entier, mais je n'ai pas répondu. J'ai juste enregistré le fichier audio dans un dossier intitulé « Archives familiales, ne pas rouvrir ». Ce soir-là, je suis allé à la banque en personne et j'ai fermé la carte de crédit que mon père utilisait autrefois. Le guichetier a demandé la raison. J'ai simplement répondu « Je ne veux plus que quelqu'un d'autre que moi ait le pouvoir de me faire du mal avec mon propre argent ». Cette nuit-là, j'ai refait les biscuits que j'avais initialement prévu d'apporter chez eux, non pas pour les manger, mais pour mettre fin à une tradition qui n'avait pas encore commencé. Je les ai laissés refroidir, puis j'ai jeté chaque biscuit à la poubelle. Ce n'est qu'alors, debout dans la cuisine silencieuse, que j'ai réalisé combien de temps j'étais restée silencieuse. Dorénavant, je choisirais les limites plutôt que l'endurance. Et si le prix à payer était une saison des fêtes solitaires, alors c'était un prix que j'étais prête à payer. 2 jours seulement après Noël, mon téléphone personnel et mes mailles professionnelles ont commencé à vibrer sans cesse, comme une tempête inattendue. Des messages affluaient de numéros inconnus, de membres éloignés de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années, et même d'anciens camarades de lycée dont je reconnaissais à peine les visages. Le contenu formait un cœur. Programme. Jasmine, CAVA? J'ai entendu dire que tu étais très stressée. Joss, tes parents paniquent. Comment as-tu pu faire ça pendant les fêtes? J'ai toujours su que ton travail était stressant, mais tourner le dos à ta famille, c'est un peu trop. Je restais silencieuse, lisant chaque ligne, réalisant que Britney et mes parents avaient déjà inversé les rôles. Ils n'étaient plus les profiteurs organisant une fête secrète dans mon dos. Ils étaient maintenant la famille démunie abandonnée par une fille à succès devenue rebelle, détraquée et influencée par un thérapeute. Jeffrey's Facebook. Sur le fil de ma mère, un long statut commençait ainsi: quand tu apprends à ton enfant le sacrifice, mais qu'elle grandit et choisit l'égoïsme à la place. En dessous, des commentaires de ses amis, des noms que je connaissais depuis l'enfance.
Jasmine est partie trop longtemps. Elle a sûrement oublié son propre sang. Quelqu'un doit la ramener avant qu'elle ne dérape. Nous prierons pour elle. Je ne répondis pas. Je ne me défendis pas. Pas un mot. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissura. Pas de douleur, mais une prise de conscience douloureusement claire. Non seulement ils ne ressentaient aucun remords, mais ils étaient prêts à faire de moi la méchante pour protéger leur image. Le matin du 29 décembre, je préparais une présentation trimestrielle quand l'accueil bipa mon bureau. Jasmine, une femme nommée Sandra Miller est en bas, elle dit qu'elle est ta mère. Elle dit que c'est urgent. Je me figeai. Est-elle seule? Non, elle est avec une jeune femme blonde, ça doit être ta sœur. Je soupirai et serrai les poings. Dis-leur que je ne reçois pas de visiteurs. Si nécessaire, appelle la sécurité. 30 minutes plus tard, un mail de la réceptionniste arriva avec une photo d'un mot qu'elles avaient laissé, un court message manuscrit. Nous ne comprenons pas pourquoi tu nous traites comme des étrangers. Ne fais pas du mal à ta famille par colère passagère. J'enregistrai la photo, puis supprimai le mail. Ce soir-là, je reçus un appel de Lorraine, une ancienne collègue à New York de ma dernière entreprise. Jasmine, CAVA? Britney m'a envoyé un message disant « Tu as craqué et perdu le contrôle financier. As-tu besoin d'aide ?» J'ai marqué une pause de quelques secondes. Je vais parfaitement bien, Lorraine, mais merci d'avoir appelé directement. Ça montre que tu es quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Alors, ils mentent. Pas mentir, mais déformer intentionnellement la vérité. J'ai commencé à passer au peigne fin mes contacts, téléphone, réseaux sociaux, mais tous ceux qui avaient partagé le post de ma mère ou m'avaient envoyé un message avec un ton passif-agressif sont allés directement sur ma liste de blocage. Je n'avais pas besoin de gens qui ne croyaient qu'à moitié la vérité. Lors de mes séances avec le Dr Howard, j'ai commencé à m'ouvrir davantage. Plus de cachotterie. Plus de justification. Je ne sais pas si j'ai été trop froide. Les couper ainsi. La froideur, c'est la distance. Ce que tu fais, c'est protéger ta santé mentale. Personne n'a le droit d'utiliser le mot famille comme excuse pour te faire du mal. La première semaine de janvier, Britney m'a envoyé une nouvelle demande de connexion sur LinkedIn avec un message. Si tu n'envoies pas l'argent ce mois-ci, je me fais vraiment expulser. C'est ton choix. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait une capture d'écran et l'ai transmise à Anna, mon avocate. Envoie-moi aussi l'historique des virements passés, m'a-t-elle dit. Ainsi, si elle continue de menacer, on pourra monter un dossier de harcèlement financier. Je l'ai fait sans hésiter. Une semaine plus tard, mon père a appelé d'un numéro inconnu et a laissé un seul message vocal. Je te supplie une dernière fois. Envoie $2000 pour sauver la maison. Après ça, je te jure que je ne t'embêterai plus jamais. J'ai supprimé le message, puis me suis connecté à mon compte bancaire et ai vérifié mes relevés. La somme que je leur avais envoyée ces 3 dernières années aurait pu acheter une petite maison en banlieue. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi toute la nuit sans rêver de facture, de mon père me demandant de l'argent, ni de Britney hurlant au téléphone. Je sais que ce chemin n'est pas terminé, mais au moins, j'ai rompu le cycle de culpabilité et de manipulation. Février passa dans un silence étrange. Plus de textos, plus d'appels de numéros inconnus, plus de contrôles vagues via des connaissances anciennes. J'étais stupéfaite de ce calme, une tranquillité que je n'avais pas connue depuis plus de 10 ans. Au début, je m'attendais à recevoir un nouvel appel, comme quelqu'un qui a été trompé si longtemps qu'il ne peut plus faire confiance à la paix. Mais petit à petit, je me suis habituée au silence et j'ai lentement appris à vivre sans culpabilité. J'ai commencé à cuisiner tous les soirs, non pas pour économiser, mais pour savourer l'expérience. Des plats que j'avais toujours voulu essayer. Soupe italienne au vin rouge, pain aux graines de chia, saumon poêlé à la sauce fruits. De la passion. Beaucoup étaient ratés, mais être dans ma petite cuisine, libre de tout jugement ou exigence, m'a donné une étrange sensation de liberté. Je me suis inscrite à un cours de yoga le samedi dans un petit studio à Eaglands. L'instructrice, Nora, était une femme à la peau brune dans la cinquantaine, qui avait traversé un divorce et une faillite, mais qui souriait toujours avec ses yeux. Après quelques cours, je restais pour discuter avec les autres élèves. Des personnes qui apprenaient aussi à vivre pour elles-mêmes sans excuse. Puis un jour, alors que je lisais dans un café en terrasse, j'ai engagé la conversation avec une femme plus âgée nommée Janet, une infirmière à la retraite après 35 ans de carrière. Elle m'a raconté ses années à s'occuper de patients atteints de cancer et comment elle avait perdu contact avec son fils à cause d'argent. Elle a souri, a siroté son thé, et a dit doucement « J'ai perdu l'enfant né de mon corps. Maintenant, je cherche des enfants du cœur. » J'ai souri, surprise de voir à quel point ces mots résonnaient profondément en moi. Une famille. Non par le sang, mais par choix. Dès lors, j'ai passé mes mercredis après-midi dans un centre de soutien pour femmes à Aurora, aidant des jeunes femmes en crise.
Je partageais des conseils sur la gestion financière et comment se protéger des abus financiers au sein de la famille. Je racontais des morceaux de mon histoire, sans nom ni détails, mais assez pour que quelqu'un dans la pièce puisse se reconnaître. L'une d'elles, Alay, 26 ans, mère célibataire de 2 enfants qui avait vécu dans sa voiture pendant près de 3 mois, m'a prise dans ses bras après la 4e séance en disant « Tu m'as montré que poser des limites n'est pas de la cruauté, c'est de l'autoprotection. » Je l'ai serré à mon tour, et pour la première fois, mes larmes n'étaient ni de colère ni de tristesse. Il venait du fait que j'avais fait quelque chose de bien. En mars, j'ai utilisé l'argent que j'envoyais autrefois à la maison pour réserver mon premier voyage depuis 5 ans, une escapade courte en Oregon. J'ai loué une cabane en bois à la lisière de la forêt, je me réveillais au son du vent, et je dormais dans un silence total. Pas de téléphone qui sonne, pas d'urgence constante à affronter. La dernière nuit là-bas, j'ai reçu un courriel inattendu, juste la ligne d'objet, Kido, il faut qu'on parle. Expéditeur, Ronald Miller. J'ai mis un moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur, un long message expliquant une dette de 27 000 $ sur le point d'entraîner une saisie sur l'ancienne maison. Il écrivait « Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner, juste cette fois. Aide-moi, et je jure que je ne demanderai plus jamais. » Je suis resté fixé sur ces mots comme s'ils venaient d'un passé lointain. Pas de colère, pas de douleur, juste de la clarté. J'ai répondu simplement « Je ne peux pas aider, mais j'espère que tu trouveras un moyen de te relever seul. Si toi et maman voulez vraiment reconstruire, je peux vous mettre en contact avec le thérapeute qui m'a aidé, mais à une condition, pas d'argent en jeu. » 3 jours passèrent. Il ne répondit pas, mais je vis qu'il avait lu le message. Je suis revenu à Denver et repris ma nouvelle vie. Petit déjeuner avec le groupe de yoga, discussion littéraire du dimanche avec Janet, apprendre à aller comment fonctionnent les intérêts des cartes de crédit, apprendre à faire du yaourt d'amande maison. J'avais perdu une famille, mais j'avais trouvé une communauté. Un soir, j'ai dîné chez Janet. Elle a servi le même ragoût qu'elle préparait pour son fils quand il était petit. Ce soir, je l'ai fait pour toi, dit-elle, parce que tu mérites que quelqu'un te cuisine un repas sans rien attendre en retour. Je ne répondis pas tout de suite. Je pris simplement ma fourchette, pris une bouchée, et souris. C'est la première fois que je mange un repas de famille sans avoir l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un. Je sais que la route est encore longue, mais cette fois, je la parcours sur mes propres pieds, libérée de la culpabilité, de l'obligation, ou de versions déformées de l'amour. Parce que j'ai appris une chose, le vrai amour ne demande pas de sacrifice inconditionnel. Il se construit sur le respect mutuel, et la famille n'est parfois pas celle dans laquelle on est né, mais celle qu'on choisit de garder. L'histoire de Jasmine nous rappelle durement que parfois, la douleur la plus profonde ne vient pas de la trahison d'inconnus, mais du fait de réaliser que sa propre famille a pris ses sacrifices pour acquis. Pourtant, de cette douleur, elle a appris à poser des limites, à s'affirmer, et à reconstruire sa vie sur une base de respect sincère. Dans la vie réelle, il faut parfois avoir le courage de s'éloigner de relations toxiques, même avec des membres de sa famille, pour trouver la paix, la liberté et un amour sans condition. Que pensez-vous du choix de Jasmine? Auriez-vous le courage de poser des limites avec votre propre famille? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires puissantes de vie réelle sur la famille et la croissance.